Parler de l'énergie, c'est finalement s'intéresser aux différents moyens qu'ont utilisés les hommes depuis les origines pour se réchauffer, pour se déplacer. Pendant très longtemps, la force humaine, la force animale ou la force finalement de la nature ont suffi, conjointement avec le bois ou le charbon de bois. Et puis au 19e siècle, on va voir l'émergence d'une nouvelle finalement énergie extrêmement efficace, qui est la vapeur. Et cette vapeur, elle va être produite par l'utilisation massive du charbon. Le charbon, qui est une ressource fossile, elle a été créée finalement en millions et millions d'années, va être exploité, voire même surexploité, pour pouvoir faire fonctionner nos machines à vapeur et surtout ce qu'on appelait la révolution industrielle, que vous verrez l'année prochaine avec mes collègues. Cette révolution industrielle va permettre de développer massivement les transports, mais aussi l'industrie, et va devenir extrêmement gourmande, extrêmement consommatrice dans tout ce qui est l'utilisation de ces énergies. Initialement, on en trouvait un petit peu partout, avec des zones relativement ciblées pour avoir des grandes quantités, des grands filons de charbon. En France, on pourrait noter comme ça le nord de la France, par exemple. Mais l'usage du charbon va s'étioler petit à petit, avec la découverte d'autres énergies tout aussi efficaces. L'une des premières qui va être utilisée, ça va être le pétrole, sous ses différentes formes, et les gaz. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des hydrocarbures, le pétrole, le gaz, ainsi que le charbon, nous serons dans des matières fossiles, provoquées par finalement la transformation chimique et physique de déchets humains, de déchets animaux, de déchets de dinosaures, de déchets végétaux, tout ça qui s'est compacté et avec un certain nombre de réactions qui s'est transformé, ce qui fait qu'on a des quantités limitées. Il faut énormément de temps et des conditions précises pour en recréer, et on n'aura pas, à notre époque, à l'échelle humaine, le temps de recréer ce genre de choses. Or, nous en consommons de plus en plus. Ça nous rend dépendants finalement notamment des pays qui produisent en grande quantité actuellement le pétrole, ceux qu'on appelle les pays de l'OPEP, comme par exemple tous les pays de la péninsule arabique, du nord de l'Afrique, et d'autres petits pays comme le Venezuela, comme le Nigeria, entre autres. Certains essaient de trouver des solutions pour contrebalancer ce problème-là. L'exemple typique, ce sont les États-Unis, qui se sont lancés massivement, notamment sous la mandature de Donald Trump, de la production de pétrole et d'hydrocarbures en schiste. Ça veut dire qu'on va mettre de l'eau à très forte pression et des produits chimiques dans la terre pour faire remonter tout ce qu'il peut y avoir comme hydrocarbures à l'intérieur. Ça permet de produire à bas coût des hydrocarbures, certes, mais ça le fait avec de nombreux risques. Non seulement mettre de la chimie en grande quantité dans la terre, ça veut dire une très grosse force de pollution, mais surtout, et ça on s'en rend compte de plus en plus, le fait d'injecter de l'eau en grande pression dans la terre fragmente le sol et peut aggraver les risques d'érosion dans le meilleur des cas, voire de tremblement de terre dans le pire des cas. C'est-à-dire que ces méthodes qu'on essaie de mettre en place pour compenser le fait que nos réserves de pétrole commencent à se réduire sont extrêmement néfastes au niveau de l'environnement et au niveau de la biodiversité, bien entendu, puisque les deux sont généralement étroitement liés. Ça veut donc dire que l'utilisation de ces énergies pollue énormément, que ça va être un enjeu très fort de posséder ces ressources, ça a pu provoquer des guerres, ça a pu provoquer un certain nombre de conflits et tensions entre des États, et actuellement il va falloir trouver d'autres solutions. L'électricité, par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis le 19e siècle. On vous laisse donner l'idée que c'est une énergie propre, sauf que pour produire l'électricité, massivement dans la plupart des pays du monde, cela passe par l'usage de centrales thermiques, c'est-à-dire qu'on fait brûler du charbon, on fait brûler du pétrole pour produire cette électricité. La France est un des rares pays à avoir misé massivement sur ce qu'on appelle le nucléaire. Ce nucléaire, finalement, apparaît comme beaucoup moins polluant initialement, mais, même s'il n'y a pas de retombée immédiate, il faut réutiliser au maximum les déchets d'uranium et de plutonium qui sont utilisés, mais une fois qu'ils sont totalement utilisés, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets nucléaires? De plus, le risque des centrales nucléaires est toujours présent. Donc, que faire s'il y a un souci? Le plus évident, c'est bien entendu l'accident qui a eu à Tchernobyl. Ça montre bien que l'usage de ces énergies, de ces nouveaux matériaux, n'est pas sans risque. Et qu'il faut automatiquement en tenir compte quand on veut les utiliser. Le nucléaire paraît comme une énergie propre, mais ça ne l'est pas. Troisième chose, si on veut rester cette fois-ci dans l'électricité, on pourrait utiliser les méthodes qui marchent depuis finalement l'initiation de l'électricité, notamment dans les Alpes en France.
avec l'utilisation de barrages hydroélectriques. Simplement, faire ça, encore une fois, ça a des conséquences. Certes, c'est plus propre, mais ça va vous provoquer la disparition de zones qui sont potentiellement agricoles. La zone était aussi peuplée par des animaux, donc baisse de la biodiversité. Et tout bêtement, quand on fait des retenues d'eau, il y a le risque que les barrages lâchent, et il y a aussi de toute façon un certain nombre de conséquences sur l'environnement voisin et sur la pression qu'on peut avoir dans l'eau pour qu'elle puisse se diffuser. Ça, on y reviendra un tout petit peu après du fait de parler de l'eau. Dernière chose, on parle beaucoup actuellement de la mise en place d'un certain nombre de mesures beaucoup plus écologiques, des mesures de, par exemple, l'usage de l'éolien, l'usage du photovoltaïque. Là encore, c'est produire de l'électricité, c'est très bien, mais là encore, il y a des conséquences. L'usage des éoliennes, tout le monde trouve ça fantastique, mais personne n'en veut chez soi parce que tout le monde trouve ça très laid. Deuxième problème, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chauves-souris se font dégommer chaque année à cause des pales des éoliennes, et on ne sait pas comment retraiter les pales des éoliennes une fois qu'elles sont arrivées au bout de leur date de péremption. On a comme ça des déserts américains qui sont remplis d'éoliennes qui ne servent plus, qui ne fonctionnent plus, mais on ne sait pas retraiter tous les éléments qui en font partie. Ça, c'est toujours un gros problème. Il en est de même pour les panneaux photovoltaïques, passé leur espérance de vie. On ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas comment les réutiliser, donc généralement, ils restent à pourrir et ils se mettent à polluer énormément. Donc l'usage de nos énergies est important, simplement il faut vraiment qu'on soit un petit peu plus malin, qu'on essaie un petit peu de réduire nos dépenses énergétiques, ça sera déjà quelque chose d'assez fort. On vous met en place un certain nombre de mesures assez régulièrement, et tout simplement on peut essayer de le mettre en place, c'est pas forcément un problème. On peut essayer de faire attention à éteindre la lampe quand on n'est pas chez soi. Mais ça peut se faire aussi à de grands niveaux, notamment dans les villes. Le fait d'éteindre les bureaux la nuit, le fait d'éteindre les éclairages publics, le fait d'éteindre les publicités et les boutiques la nuit, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, parce que ça permettrait de réduire considérablement la dépense énergétique. On essaie aussi de trouver des méthodes moins toxiques. On essaie de mettre en place des formules, en passant par le sens de la citoyenneté des gens, faire plus de covoiturage, d'utiliser plus les transports en commun, de faire plus ces choses à pied ou à vélo. On peut aussi développer des méthodes qui vont consommer des énergies hybrides, un peu d'hydrocarbures, mais aussi l'électricité, pour réduire petit à petit le coût entre les deux. Mais là encore, ça peut avoir des conséquences. Les batteries, par exemple, des voitures électriques, sont très fortement polluantes pour être créées. C'est-à-dire qu'il faut toujours, comme d'habitude, faire un choix entre finalement l'économie, nos ressources, mais il ne faut pas oublier non plus le bien-être de l'être humain à long terme et l'environnement qui nous est nécessaire pour pouvoir vivre. Au niveau de l'eau, les réserves finalement sont inépuisables, vous allez me dire. De la création de l'humanité jusqu'à la disparition de la planète un jour, il y aura la même quantité d'eau à la goutte près. Certes. Simplement, cette eau, elle n'est pas forcément répartie de la même façon. À peine 3% de la répartition de l'eau mondiale est consommable immédiatement par l'homme. C'est-à-dire que l'essentiel de l'eau qu'on a, c'est de l'eau salée, c'est de l'eau des océans, c'est de l'eau qui sont dans les glaciers. Donc ils sont difficilement exploitables, ou alors qu'il faudrait retraiter. Donc ça peut être déjà relativement problématique. Nos réserves d'eau potable sont très mal réparties, et en plus, normalement, elles fonctionnaient avec le cycle de l'eau qui permettait de le purifier, mais c'était adapté à une population humaine beaucoup plus faible. Maintenant que nous sommes 7 milliards, ça devient beaucoup plus compliqué de nettoyer, d'utiliser notre eau. En plus, on l'utilise pour de plus en plus de choix. On pourrait même parler de gaspillage dans certains cas. Il faut la retraiter, sauf qu'on passe actuellement par l'usage de la chimie. C'est-à-dire qu'en voulant la nettoyer, on la pollue d'une autre manière. Cette eau est mal répartie, il y a des régions qui ont des pénuries d'eau. Actuellement, pratiquement 1 homme sur 7 n'a pas accès à l'eau immédiatement, et des régions peuvent provoquer directement ces pénuries. On a vu, nous, quand on avait étudié le Colorado, que l'usage des barrages pour faire de l'électricité et faire des retenues d'eau pour l'irrigation fait que les populations mexicaines, notamment, n'ont plus accès à l'eau et elle est saturée en nitrates et en différents pesticides. Actuellement, 8 millions de personnes meurent chaque année parce qu'il manque d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui reste totalement inadmissible. Il peut y avoir des tensions entre les pays, et il y aura des tensions qui vont continuer à se développer. Même des films, même des séries ont pu travailler là-dessus, et peuvent montrer que ça devient quelque chose de très inquiétant. Notre gaspillage, pour l'usage domestique, pour l'usage industriel, pour l'usage agricole,
fait qu'on est extrêmement consommateur d'eau et pas uniquement les pays les plus riches. C'est en train de se développer un petit peu partout, sauf que les stations d'épuration, les moyens de nettoyer notre eau, coûtent excessivement cher. Donc tous les pays n'ont pas forcément accès à le faire. Et même au sein d'un pays, il peut y avoir de grosses inégalités. Si on prend notre exemple, il y a une station d'épuration qui est partagée par plusieurs des communes dont dépend le collège. Parce qu'en avoir une seule chacun, c'est véritablement un gouffre financier. Il faut donc des solidarités, des entraides entre les différentes collectivités, entre les différents États, pour s'assurer que tout le monde puisse satisfaire ses besoins. Lorsqu'on a travaillé sur le lac Tchad, on s'est quand même rendu compte, si vous vous souvenez bien, que la disparition de ce lac risque de pousser des millions, voire même des dizaines de millions de personnes sur les routes, de devenir finalement des réfugiés climatiques, parce que la zone où ils vivaient devient totalement invivable. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il va falloir trouver là encore des méthodes pour consommer moins d'eau, des méthodes qui vont nous permettre d'économiser au maximum l'eau qu'on a, puisque même les régions qui, pendant longtemps, avaient beaucoup d'eau, avec le changement climatique, avec le réchauffement climatique aussi, on se rend compte que tout est détraqué, que ça devient extrêmement compliqué. Faire des stocks d'eau comme on le faisait au Moyen-Âge, avec des citernes, ça ne devient pas totalement inutile. Mais l'eau de pluie est souvent, finalement, impropre à la consommation. On peut l'utiliser pour les toilettes, on peut l'utiliser pour les douches, on peut l'utiliser aussi pour irriguer, mais pour consommer directement, là ça devient beaucoup plus compliqué. On peut aussi utiliser des méthodes tout simplement de réflexion. Entre une douche et un bain, la douche va consommer beaucoup moins d'eau. Alors que le bain, en plus, il faudra prendre une douche pour se rincer à la fin. L'usage de l'eau que nous faisons actuellement est aussi quelque chose qui pose un sérieux problème. Il va falloir qu'on trouve peut-être d'autres solutions, sensibiliser à la pollution que nous faisons, mais aussi parfois faire des choix. Parfois faire des choix pour faire une irrigation au compte-gouttes, au goutte à goutte. Peut-être éviter de faire venir un certain nombre de produits de très loin. Déjà, ça réduirait le bilan carbone, mais surtout produire en très grande quantité des fruits, des légumes dans des zones arides, ça veut dire qu'il va falloir faire de l'irrigation ou trouver des solutions. Alors je vous donne un titre d'exemple, la consommation d'eau pour produire certains objets. Pour faire une tomate, il faut 13 litres d'eau. Pour faire un verre de jus de fruits, 170 litres d'eau pour faire pousser les fruits, pour les transformer, pour tout mettre en place, faire le carton, l'emballage, et ensuite vous le vendre. Pour manger un hamburger, 2400 litres d'eau pour faire pousser les céréales, pour faire le pain, pour faire pousser le cornichon dont vous ne mangerez qu'une tranche, la tomate dont vous ne mangerez qu'une tranche, et l'animal qui va avec. Pour faire 1 kg de papier, 324 litres d'eau. Alors rêvez pas, on va pas vous dire qu'on va plus acheter de cahiers ni de papier pour faire des contrôles. On peut aussi faire avec du papier recyclé, ça consomme un petit peu moins d'eau. Pour faire un jean, 10 900 litres d'eau. Pour faire une voiture, 400 000 litres d'eau. Quand vous prenez une douche, ça consomme entre 30 et 80 litres d'eau. Quand on veut prendre un bain, entre 150 et 200 litres d'eau. Donc là, le choix, il est vite fait. Les lave-vaisselle. Alors, entre 13 et 21 litres d'eau en théorie, même si actuellement on les modernise. Parfois, c'est beaucoup plus économique de faire sa vaisselle dans certains lave-vaisselle qui sont économiques que les faire à la main en laissant couler l'eau. De la même manière, bien entendu, quand on se brosse les dents, on ne laisse pas couler l'eau stupidement le temps où on frotte. C'est parfois de tout petits détails, on a l'impression que c'est une goutte d'eau au niveau de l'humanité, mais malgré tout, si on associe tous ces petits gouttes d'eau, ça peut avoir de très grosses conséquences, donc ça peut devenir extrêmement intéressant. Donc sensibiliser la population à la question de l'eau, c'est finalement une victoire, même si bien sûr les États et l'industrie ont bien entendu leur rôle à jouer. Ces questions-là, elles se poseraient aussi au niveau de l'air, puisque tout bêtement, toute la pollution de l'air, ça peut provoquer des morts, des maladies. Donc si on essaie de faire des efforts pour réduire cette pollution, on a vu le cas avec le confinement, où la pollution s'est effondrée finalement très rapidement, c'est bien que tout n'est pas perdu. Parce que malgré tout, si on étudie à la fois l'eau, l'air et les énergies, ça peut avoir une incidence. Pour les exploiter, il faut limiter le réchauffement climatique, parce que ça va avoir des conséquences très très fortes. Notamment, si on laisse le réchauffement continuer, notamment certains pays comme la Norvège, comme le Canada, les États-Unis ou la Russie, qui sont ravis finalement de voir les calottes glaciaires du pôle Nord fondre pour pouvoir faire passer des bateaux et pouvoir exploiter les nappes hydrocarbures en dessous, ça veut aussi dire que
petit à petit. On va avoir de l'eau salée qui va se mélanger à de l'eau potable. Donc la salinité va diminuer dans les océans. Or, les poissons et la biodiversité à l'intérieur est habituée à cette salinité-là. La température de l'eau va changer. Là aussi, les poissons et la biodiversité sont habitués à cette température-là. Ça peut changer les courants marins, donc changer notre climat. Puis il ne faut pas oublier un petit détail tout bête, c'est que dans le permafrost qu'on va trouver en Sibérie notamment, vous avez des choses qui sont congelées depuis des milliers, voire des millions d'années, notamment des bactéries. Donc faire fondre le permafrost, faire fondre le sol, c'est prendre le risque de relâcher un certain nombre de bactéries. On vient de vivre actuellement une vague. C'est bien l'idée qu'on pourrait avoir à réaffronter des choses encore plus graves si on fait n'importe quoi. Donc il est très important de faire attention à l'utilisation de ces ressources qui sont en théorie naturelles. Dans un deuxième temps, maintenant, on va voir comment on peut essayer de changer la donne pour nourrir tout le monde. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important.